Dans le but de valider le document de politique foncière nationale qui décline la stratégie nationale de gestion de terres, un atelier de validation s'est ouvert ce lundi 15 novembre par le ministre des Affaires foncières à Kinshasa. La Commission nationale de la réforme foncière CONAREF est chargée de mettre en œuvre et assurer la suivi de la feuille de route qui se décline en 4 étapes pour la réforme du secteur foncier de la RDC. Le coordonnateur national explique. Cette feuille de route se décline en 4 étapes, à savoir la formulation d'une politique foncière, l'élaboration d'une nouvelle loi foncière, la conception d'un programme de mise en œuvre avec l'élaboration du plan foncier national et la diffusion de l'information au public, la formation et le renforcement des capacités en appui à la mise en œuvre. Pour sa part, le représentant de l'ONU Habitat en RDC a réitéré le soutien de son organisation à la CONAREF et au gouvernement pour la réussite de cette réforme nationale. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est historique. En effet, c'est la première fois dans l'histoire qu'une politique foncière est élaborée en République démocratique du Congo. Elle est initiée dans le cadre de la réforme foncière engagée par le gouvernement depuis 2012. Pour notre part, ONU Habitat réitère son soutien à la CONAREF et plus particulièrement au gouvernement congolais et ne ménagera aucun effort pour la réussite de la réforme foncière initiée par les plus hautes autorités du pays. Nous tenons enfin à remercier le ministre des Affaires foncières et toute son équipe pour son leadership. Je ne saurais terminer mon adresse sans remercier le FONARED pour avoir mobilisé les ressources pour faciliter ce processus noble de la réforme foncière. Cet atelier a été divisé en 3 sessions dont l'accueil, introduction au processus de la réforme foncière et les résultats de consultation et a connu la participation de plusieurs parties prenantes dont le membre du gouvernement, les délégués de 26 provinces et autres structures. La terre est pour nous unir et non pour nous diviser, pour nous nourrir et non pour nous affamer, nous enrichir et non pour nous appauvrir. C'est le credo de cette réforme. Le salon Kintech du développement durable numérique a regroupé durant 2 jours les différents acteurs économiques, publics et associatifs qui ont une démarche de transition écologique, technologique autour d'un concours à Kinshasa. Un événement pour toute entreprise qui se veut un pilier de développement du pays grâce à ses actions et sa détermination à offrir de l'emploi aux Congolais et à participer à certaines résolutions dans le pays en général et la ville de Kinshasa a besoin pour son émergence. Donc je pense qu'avec les différentes solutions que la société Mupepe Solutions va apporter, notamment sur la mobilité verte, va rentre parfaitement dans le cadre de Kinbopeto, qui veut une ville 100% propre. Et je pense que la diminution des gaz à effet de serre fait partie aussi du fait que la ville soit propre et moins polluée. L'entreprise Mupepe Solutions attend faire le suivi et évaluation de son action du développement avec comme priorité la contextualisation des objectifs du développement durable et la lutte contre les effets du changement climatique. Aujourd'hui, on est venu présenter ce qui existe déjà, donc la mobilité verte à travers nos taxis électriques et ce qu'on va développer d'ici le mois prochain et début de l'année prochaine, c'est la mobilité sur 2 roues avec des motos qui pourront faire un service de taxi aussi, service de livraison, notamment les personnes qu'on vise, ce sont les institutions étatiques. Visiter un salon sur le développement durable permet de s'informer, de se familiariser avec les enjeux du développement durable, de rencontrer et d'échanger avec les experts du secteur. Grâce à ces salons, les participants ont marqué leurs intégrations à l'échelle nationale et locale. C'était ras-le-bol qu'exprime un groupe d'artistes plasticiens de la ville de Kinshasa. Les uns exhibent des claviers électroniques aux mains, les autres des déchets cellulaires accrochés un peu partout sur le corps. À qui profitent les minéraux de la RDC? Cette interpellation a été faite au cours de la première édition du Salon sur le numérique de Kinshasa. Le continent africain produit une quantité annuelle de déchets estimée à 250 millions de tonnes, dont 90 000 sont produits à Kinshasa. Recycler ces déchets de téléphones véhicule un message clair et simple pour ces plasticiens. Je parle pour comment on produit les produits
et à la fin les produits deviennent déchets. Mais après on jette, à la fin on ne sait pas comment se passer avec tout ça. C'est pour cela pour moi c'était bien de créer un costume, j'ai fait les masques, j'ai produit un peu des choses, plusieurs choses sur ça parce que ça parle aussi pour notre frontière. Les minéraux présents dans nos téléphones sont dévastateurs au niveau social, de par leur extraction. Tout d'abord parce que celle-ci s'est faite dans des conditions très controversées. En République démocratique du Congo, plus de 40 000 enfants travailleraient dans les mines de cobalt et de coltan. Et ces mines sont situées en général dans des zones de conflit où les trafics sont nombreux et les groupes armés très présents. Les regrets est que la population congolaise ne sait profiter de cette richesse. Kolokota chombo nde na lokota bakoka ba téléphone eza te ke poka ngana créé te eza par rapport à démarche nanga par rapport nde nazo interpréter coltan oyo moka mipaya bazokoka ko solola te. Un téléphone classique est composé de 50% de métaux, 40% de plastique et matières synthétiques et 10% de verre et de céramique, des matières dont la plupart se trouvent qu'en République démocratique du Congo. Avec une dizaine de jours de négociations sur les changements climatiques, les pays riches ont réitéré leur volonté d'accélérer l'action climatique avec l'engagement d'élimination progressive des combustibles fossiles. La conférence s'est clôturée ce samedi 13 novembre 2021, mais les principaux émetteurs seront obligés de revenir dans 12 mois et d'expliquer à l'ONU comment leurs politiques et plans économiques sont alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. Selon les analystes, cette COP a dans une certaine mesure reflété les conclusions du rapport de l'AIE Net.0 exigeant une accélération de l'action et de nouveaux plans d'ici 2022 dans le contexte du régime volontaire et non contraignant des Nations Unies. Pour la première fois de l'histoire des COP, on aurait la mention des énergies fossiles. Par contre, on espère que ça va rester une bonne nouvelle parce que pour l'instant, c'est juste un brouillon. On veut le voir dans le texte final. Un texte final qui, pour l'instant, reste encore largement insuffisant. Ça nous mène à 2,4 degrés de réchauffement alors que l'objectif, c'est évidemment de réduire. Les 200 pays ayant participé à cette COP26 ont réussi à se mettre d'accord sur un texte. Un accord ne permettra pas de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré aussi avant de clôturer la conférence. Alok Sharma, le président de cette édition, a avoué être profondément désolé. Permettez-moi de dire à tous les délégués que je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et que je suis profondément désolé. Je comprends également la profonde déception, mais je pense, comme vous l'avez noté, qu'il est également vital que nous protégions cet accord. Alors que l'engagement d'élimination progressive des combustibles fossiles a été affaibli par l'Australie, la Russie et l'Arabie Saoudite, il est toujours là et la cause de la crise climatique a été invoquée pour la première fois depuis le protocole de Kyoto par les 198 signataires de l'accord de Paris. Les pays en développement voulaient un plan simple pour un mécanisme de financement des pertes et dommages. Ma joie devant ces procès est teintée de déception. Ceux pour qui les changements climatiques est déjà une question de vie et de mort, ceux qui ne peuvent qu'assister à la submersion de leurs îles, à la destruction de leurs maisons par des tempêtes, ont exigé un niveau d'ambition élevé pour ces sommets, et tant d'entre nous étions prêts à y aller. Entre-temps, les pays africains consacrent jusqu'à 10% de leur PIB par an à l'adaptation, tandis que les impacts pourraient avoir un impact de 20% sur les PIB des pays pauvres d'ici 2050. Quant aux grandes banques, elles se sont engagées à aligner leur argent sur les zéros nets et devront faire face à un examen minutieux de la manière dont elles se débarrassent des combustibles fossiles et d'autres actifs à haute teneur en carbone. Les bassins du Congo abritent la deuxième forêt tropicale après l'Amazonie et représentent à lui seul 10% de la biodiversité mondiale. Avec une forêt dense, profonde et apparemment impénétrable,
La forêt s'étend sur plus de 200 millions d'hectares partagés entre les États d'Afrique centrale, dont les 2 tiers se trouvent en République démocratique du Congo. Pour lutter contre les dérèglements climatiques et la restauration de la biodiversité, une tour à flux a été érigée dans la réserve de biosphère de Yangambi, dans la province de la Tchopo en République démocratique du Congo. Ces dispositifs servent à mesurer et à analyser les processus d'échange des gaz à effet de serre. La RDC est un pays solution. C'est un pays immense, qui a une ressource forestière immense. C'est un facteur à la fois de développement pour les populations, mais c'est aussi un facteur pour la conservation de la planète. Cette structure nous permet de quantifier l'échange de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt. Nous pouvons ainsi calculer de manière continue la quantité de carbone émise ou séquestrée par le fret bassin du Congo. Grâce à cette structure, les chercheurs ont prouvé que les forêts du bassin du Congo séquestrent plus de carbone que celles de l'Amazonie. Ces rapports placent la RDC en premier plan dans le domaine de recherche scientifique en changement climatique. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historiques, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. Signalons que cette structure est opérationnelle depuis octobre 2020 et vient de combler un énorme déficit de données sur l'importance des forêts humides africaines dans la capture des émissions mondiales de carbone, le changement des régimes pluviométriques locaux et régionaux et l'effet de la dégradation de forêts et de la déforestation sur le réchauffement climatique.